Salam alaikum Mazoul, bonsoir. La gestion de l'image de Bouteflika est devenue une sorte d'institution. En tout cas, une grosse entreprise de communication qui a tout de même réussi l'exploit de vendre à une majorité d'Algériens l'image d'un président normal, alors que le concerné ne sait même plus son nom, pour le moins qu'on puisse dire. Une grosse entreprise donc, avec tout un État à sa disposition, une presse, une administration, des invités de marque et toutes les ressources du pays. Un nombre inimaginable de personnes y est affecté, à plein temps, sans compter la contribution zélée ou contrainte parfois de tous les membres du régime, du plus petit commis au Premier ministre, au chef de l'armée, au pseudo-représentant du peuple, etc. C'est Saïd Bouteflika lui-même qui officie à la cérémonie, tout simplement parce qu'il est vital pour tout le système qui repose sur la plus grande supercherie du siècle, que tout soit mis en œuvre pour donner le change et faire croire à tout le monde que le président décide, que le président préside des conseils des ministres, que le président signe des décrets, qu'il désigne, qu'il nomme des gens, etc. Tout un pays pris en otage par une mafiocratie, avec la complicité active des grandes puissances. Un pays censé être dirigé par un président qui n'est plus qu'un invalide intégral, qui ne sait même pas qu'on l'a fait rempiler à un 4e mandat et qu'on ne sort de ces comas artificiels que pour le présenter à une presse dans le tabou et de ne jamais le filmer en gros plan. Or, il y a désormais un avant et un après visite Valls. Rappelons-nous les images du président Bouteflika qui ont circulé lors de cette visite du Premier ministre français en Algérie. Des médias français qui avaient pourtant l'habitude de collaborer avec l'équipe Saïd et qui connaissaient les consignes de ne jamais montrer le président en gros plan ont transgressé l'interdiction. On ne sait pas encore le secret de la chose ni comment cela a pu se produire. Il n'en demeure pas moins que les photos de Bouteflika sur son véritable état, tel qu'il est réellement, ont fait le tour du monde. Regardez. Ces images ont donc provoqué un véritable séisme au sein du régime et gravement compromis ses relations avec la France, qui n'a pas su ou qui n'a pas pu éviter leur publication. Depuis, Saïd et tous ceux qui l'assistent pour gérer cette question font tout pour éviter que Bouteflika ne soit montré de trop près aux opinions publiques. Regardez la panique de Sellel et de Yahya pendant cette photo de famille. Regardez leur panique quand les caméramans, pourtant triés sur le volet, insistent trop sur la personne du président. Regardez comment ils ont peur, ils sont sur des charbons ardents. Regardez. Ce n'est pas fini. Vous allez voir comment ça se passe vraiment dans les conseils des ministres qu'on vous montre à la télévision publique. Vous allez voir que les ministres présents ne sont que des marionnettes.
Pardon pour ceux parmi eux qui ne méritent pas ce qualificatif, ou ce colibé. Je dis qu'ils sont des marionnettes parce qu'ils ne sont là que pour jouer le rôle qu'on attend d'eux, sans broncher, sans élever la moindre protestation, sans exiger que les vrais maîtres des lieux respectent au moins les apparences. Regardez qui est là pour surveiller la basse-cour. Regardez bien. القضاء العسكرية إضافة إلى مشروع قانون Incroyable, n'est-ce pas? Alors, regardons encore. القضاء العسكرية إضافة إلى مشروع قانون Alors, une question se pose cependant. Comment de telles images ont-elles pu échapper à la vigilance de tous ceux, Saïd Bouteflika en tête, qui les contrôlent à la loupe, au microscope, image après image? Sont-ils incompétents au point de laisser passer de telles scènes qui montrent ainsi le vrai visage du régime? C'est très possible, puisque le pays, malheureusement, ne se distingue que par la médiocrité, l'incompétence, l'improvisation. Mais il est possible aussi que ces images aient été diffusées délibérément. Et dans ce cas, deux possibilités. D'abord, celle de milieux qui ont cherché à miner le clan Saïd, à le démasquer, comme cela s'est probablement passé lors de la visite Valls. La deuxième possibilité, et qui me semble personnellement peu probable, serait que Saïd lui-même ait décidé de se mettre en scène, en maître des lieux, celui qui organise des conseils des ministres pour l'AFRIM, et qu'il surveille comme si c'était une récréation de potache. Venons-en à présent à cette fameuse intervention de Sellel à la télévision publique pour, nous avait-on dit, rassurer les Algériens, dissiper le climat d'inquiétude qui s'est emparé de la société algérienne depuis que les premiers effets d'une austérité rampante commencent à transformer le marché et à provoquer des hausses de prix et des pénuries sur des produits de première nécessité. Une intervention annoncée à grand renfort de manchettes qui avait fini par faire croire aux gens que pour une fois, Sellel allait dire des choses intéressantes, répondre à de vrais questionnements, rassurer, autant que faire se peut. Écoutez quelques-unes de ces déclarations et voyons comment il a pu nous rassurer. رانا في ما مشيناش تماما للمدنيه وهذا يبين باللي الاقتصاد الوطني مبني على اسس صحيحه. وهذا يخلينا لكان في السنه المقبله ممكن نمشي الى مديونيه طفيفه بالنسبه للمشاريع، انجاز ميناء الوسط الجزائر. ولكن ما نمشيش الى مديونيه لاشياء اخرى، نمشي مديونيه اذا مشينا إلا ممكن في هذه القضية وقضية اقتصادية وأحسن مؤشر بالنسبة، وهذا معترف به على مستوى الفامي وعلى مستوى البنك الدولي. نعم. على سنة تسمح الجزائر باش تغطي حاجياتها ونصدر الوطنية في قطاع الإسمنت العدد الهائل صحيح للوحدات الإنتاجية للإسمنت. أنا بالتعليمة قوية لرئيس الجمهورية وبالتنسيق التام مع كل أعضاء الحكومة، لأن من حين لآخر نسمع باللي رانا داخلين في بعضنا مغالطين، رانا متفاهمين والله كما لما هذا ما فيه مشكل تماما. ولكن نعاود نأكد التسيير صعب جدا، يطلب ترشيد قوي والتحكم في الأعصاب، ولكن لابد كذلك أن نحافظ على الاستقرار، لأن الإشكال ما زاده صعوبة هو هذا النقص في الإمكانيات المالية. موارد. والناس والفت بلا رونت كما يقولوا،
توزيع الارباح هات برك هات برك الريع. ومن جهه اخرى المحيط الدولي، احنا جزيره عايشين في محيط امني صعب وصعب جدا، مازلنا ماشيين فيها. دينا نسمع من كذلك البعض يقول لك سياسه التقشف. الله يبعد علينا التقشف، احنا ندعو الى ترشيد نقولها ونأكدها امام الله والعباد ان 2017 حسب الميزانيه تاعنا ان شاء الله ما يكون حتى مشكل. بالنسبه للاشياء الاخرى تكون واجده في السوق، معنا ماناش حكومه تاع تقشف اقفل، ولكن الاسعار ممكن ترتفع. كيفاش ندعم هادو يسموا بعضهم ثينك تانك هادو في الخارج يقول لكم رايحين لجهنم، ولدي ماناش رايحين لجهنم خالدون، رانا نامنوا بالله ونامنوا بهذه الامه وحنا عندنا بركه الشهداء. Et donc, on se demande pourquoi Sellal a-t-il voulu intervenir? À quoi cela a-t-il servi? Encore une fois, il a parlé pour ne rien dire. Mais alors, rien du tout. Et même qu'il s'est livré à faire le contraire d'une com intelligente. Il n'a même pas su noyer le poisson. Langue de bois balkantar, et en guise de cerise sur le gâteau, de vrais journalistes, dont le rôle consistait à ne pas poser de vraies questions, mais à hocher la tête pendant que lui se livrait à son exercice habituel. Regardez. 40.40% هذا يبين لك ان فيه دون تراجع خلال السنه هذه. مثال في ماليزيا هذا هو الاختيار اللي قاموا به. لازم نهبط الى 45.6 مليار، بالنسبه للسنه اللي مضات والسنه هذه ب 25%. حسن كثير الاوضاع من الجانب القانوني، فمن الجانب هذا فيه تطور، وهذا بفضل الرجال في وزاره الدفاع. يكون في هل فيه تفكير ربما في الوقت الحالي على تبني الدعم المستهدف للسيفونسيون سيبلي في اطار كان فيه كلام في السنوات الاخيره؟ هو حقيقه ما مشاتش كما ينبغي. صحيح. Aujourd'hui, TSA, Ould Habbas critique Yahya qui tente de prendre la place de Bouteflika par Hadjar Gananfa. Algérie Focus, intervention télévisée de Sellal, l'obsession de la paix sociale en toile de fond par Abdou Semmar. Tamourt Info, risque d'explosion sociale en Algérie. Sellal intervient en catastrophe par Elias Medrati. Alors, aujourd'hui, donc, Algérie, l'esbrouf et le brouillard. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Mais avant de recevoir nos invités, nous allons voir des images qu'on n'avait pas bien vues. Celle de Saïd Bouteflika qui est venu contrôler la basse-cour pour voir si le Conseil des ministres se passait à peu près bien. Par rapport à l'image, hein, pour le reste, il n'y a aucun souci. Regardez bien à la gauche de votre écran. Regardez, Saïd Bouteflika qui jette un petit coup d'œil sur la salle où se tient le Conseil des ministres. Voilà, normal. Taï, leur fait taï, taï. Je suis là, coucou. Et les autres qui font semblant de travailler, ils travaillent, ils réfléchissent, regardez avec leurs cheveux grisonnants, sérieux, cravate bien rasée. Et Saïd qui est là, qui surveille. Alors, pour en parler, donc j'ai le plaisir de recevoir Farhat Aïtali, expert financier qui sera avec nous au téléphone, et Karim Tabou, président de l'UDS, qui sera lui aussi avec nous au téléphone, tous les deux depuis Alger. Farhat Aïtali, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir. Bonsoir. Alors, Farhat Aïtali, pour entrer directement dans le vif du sujet. Un journaliste de l'Ouatan parle d'une thérapie de choc, d'un avis de tempête sociale, je cite ces termes. Hein. Concrètement, expliquez-nous, en termes compréhensibles de tous, ce qui attend les Algériens. Bon, pour le traitement de choc, ce ne sera pas une œuvre du gouvernement, mais une nécessité de l'heure. J'estime qu'en ce moment, le gouvernement n'est pas politiquement et psychologiquement prêt à une thérapie de choc.
La preuve, il a pratiquement fait pression sur les budgets d'équipement pour ne pas toucher justement aux budgets sociaux pratiquement auxquels il a habitué la population. Il a quand même une certaine clientèle populaire et populiste qui le sert au coin. Donc il est obligé, quitte à casser même la dynamique économique, à maintenir un certain niveau de dépenses qu'il appelle lui-même social, que moi personnellement je conteste, qu'il appelle social et qu'il va maintenir coûte que coûte jusqu'à ce que, étranglé par les déficits et éventuellement par des créanciers, si jamais il a recours à l'endettement étranger, dans ce cas précis, il va être obligé de toute façon de passer au traitement de choc. Mais lui parlant de l'endettement, il dit il a مديونية طفيفة, un endettement superficiel, marginal. De toute façon, il ne pourra pas espérer plus qu'une médionniette à FIFA. Si c'est pour financer la même politique, pour financer les déficits budgétaires qui sont induits par une machine étatique pléthorique et pratiquement budgétivore, sans compter aussi une clientèle, j'ai dit sociopolitique, qui rogne sur les budgets de l'État sans rien produire de particulier, je ne vois vraiment pas un créancier au niveau international qui pourrait les suivre à plus de 3 milliards de dollars par an et à des conditions vraiment draconiennes. Hein. Alors, parlant des alternatives donc, que le gouvernement a imaginées pour pallier donc, à ce manque à gagner, à cet effondrement des ressources algériennes, il nous parle de l'exportation du ciment. C'est à ce point l'exportation du ciment qui va combler les déficits? Franchement, cette exportation de ciment, depuis le temps, enfin, ça date de 2 ou 3 mois qu'il y a 3 personnages qui la répètent. Le président du FCE, le ministre d'Industrie et le Premier ministre. Je peux leur dire de mon point de vue qu'ils peuvent boire un verre d'eau là-dessus, pour la simple raison que pour exporter du ciment, je l'ai déjà expliqué même à la télévision nationale, il faudrait déjà trouver des clients qui soient déficitaires en matière de ciment. Ceci au cas où on arriverait effectivement à réaliser cet excédent. Mais je crois que habituellement, quand on avait des déficits en ciment induits par les programmes gouvernementaux et le manque de production locale par rapport à ces besoins faramineux, on importait justement du bassin méditerranéen. Il se trouve que les futurs clients de notre fameux ciment devraient être eux-mêmes en déficit quand on se mettra à exporter. Alors qu'ils sont tous pratiquement, certains même ont investi dans le ciment pour nous vendre à nous. Nous sommes peut-être le pays méditerranéen qui avait le plus besoin de ciment, mais aussi qui avait le plus de moyens de le payer cash. Donc vous avez le bassin sud de la Méditerranée où il n'y a pas de déficit parce qu'il n'y a pas de programme aussi colossal qu'en Algérie, et le bassin, le nord du bassin méditerranéen qui pratiquement était en excédent. Donc il a trouvé un débouché sur le marché algérien. Mais en dehors de la Méditerranée, si le gouvernement croit qu'il peut envoyer son ciment à 8000 km ou bien même en Afrique et être compétitif là-dessus, et je crois qu'il se fout le doigt dans l'œil parce qu'il faut dire une chose en matière justement de ciment. 1 ou 2 dollars sur le marché international, ça fait capoter un contrat. Et les dollars, ils se comptent justement au kilométrage parcouru par le sac de ciment. En Algérie, un entrepreneur qui a un chantier à Oran serait vraiment en difficulté s'il devait payer du ciment qu'il ramène de Batna. Parce que le semi-remorque à 40 000 dinars, sur 400 sacs, ça lui fait 10 dinars le sac et c'est lourd. Hein. Donc ce n'est pas intéressant d'exporter du ciment. Je le défie de trouver un client en Méditerranée ou ailleurs qui va lui acheter son ciment qui sera certainement moins compétitif que tous les autres ciments du monde. Donc cette option de remplacer, je ne dirais pas le pétrole, même de pouvoir caser 1 tonne de ciment, elle est quasiment utopique, je dirais même farfelue. Alors, Farhat Aïtali, expliquez-nous, nous, les profanes en termes économiques, pourquoi une telle panique au sein du régime alors que les fonds des réserves de change peuvent permettre de continuer à alimenter la machine et être au-dessus de ce fameux plancher incompressible des 70 milliards de dollars pour au moins 3 autres années, si ce n'est 4. Pourquoi une telle panique? Non, il faudrait déjà savoir aussi que les réserves de change n'appartiennent pas au gouvernement.
Les réserves de change sont la masse en dollars excédentaire, enfin, par rapport à notre balance commerciale, qui permettent à nos dinars locaux d'avoir une valeur internationale, d'avoir un équivalent. Donc, le gouvernement ne peut pas ponctionner ces réserves de change à sa demande. Chaque Algérien ou chaque entreprise ou entité algérienne qui a besoin de dollars prélève sur ces réserves de change quand il n'y en a plus sur les rentrées annuelles. Par exemple, en 2016, nous avons exporté pour 27 milliards de dollars, nous avons importé pour 47, donc il y avait déjà un déficit de 20, plus les services. Donc un déficit de 30 en tout. Les fameux 30 milliards qui manquaient entre nos exportations et nos importations, on a dû les ponctionner sur ces réserves. Le problème qui se pose, c'est qu'à chaque fois que vous recevez un dollar, vous émettez l'équivalent en monnaie de ce fameux dollar. Chaque fois que vous prêtez à quelqu'un de l'argent pour aller importer en dollars, et vous lui prêtez en dinars à lui, mais vous payez en dollars. Donc vous avez des dinars qui tournent ici en Algérie, une partie dans les poches des gens, enfin en monnaie fiduciaire, mais une grande partie en écriture comptable. Cette masse globale de dinars qui tourne au passif de la Banque d'Algérie, qui est à peu près en ce moment de 15 000 milliards de dinars, le seul équivalent, la seule garantie de paiement international qu'elle a, c'est ces fameux dollars. Donc si les réserves, par exemple, baissent de 30 milliards l'année prochaine, elles vont descendre à 84 milliards. Si vous divisez vos dinars sur les 84, vous aurez une autre valeur du dinar, donc une dévaluation massive. Mais maintenant, si toutes les réserves disparaissent et qu'il vous reste quand même en émission 15 000 milliards de dinars, c'est 15 000 milliards de bouts de papier. Voilà le problème qui se pose. C'est de là que vient la panique. Mais la panique du gouvernement vient aussi de l'absence totale de plan. Je suis à peu près sûr qu'il n'y a aucun plan de relance, il n'y a aucun modèle économique, il n'y a aucune vision claire des choses, en dehors bien sûr de l'espérance que le pétrole remontera éventuellement à des niveaux qui permettront d'équilibrer les comptes. Nous y reviendrons, restez avec nous. Karim Tabou, merci d'être avec nous. C'est Jamal, bonsoir à toi, aux invités, à tous nos amis. Merci. Alors, Karim Tabou, très franchement, elle va durer encore longtemps cette farce. C'est avec une telle équipe que le régime va affronter la plus grande crise jamais annoncée dans le pays depuis son indépendance? Voilà, c'est Jamal, c'est pas pour me moquer de moi-même et de ce pays, mais si le Maghrébia nous fera le plaisir de rediffuser le film Carnaval Fête d'Achara, ça va donner beaucoup d'idées. Beaucoup à réfléchir en effet. Je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Et parce que quand j'entends un Premier ministre qui dit que nous allons exporter le ciment, je me souviens d'Atman Aliouet qui disait qu'on allait exporter Ruina quand il était président d'APC. Ouais. Et il était en train mais pardon, Karim Tabou. Pardon. Celle-là nous avait dit aussi qu'il était possible d'exporter le barcoq, si vous vous rappelez. Si, c'est du déjà entendu. Il est extraordinaire et je profite de cette occasion pour rendre un grand hommage à Atman Aliouet, un acteur exceptionnel qui a joué ce rôle et qui a anticipé en quelque sorte sur la crise profonde, complexe que vit le pays. Et puis, je pense qu'il y a une nécessité, autant sur le plan politique que sur le plan économique, de faire quelques petits rappels. Parce que ces rappels, quand on les remet dans le débat, ça permet d'abord de bien structurer le débat, mais surtout rappeler aux gens les responsabilités, les propos et surtout les mensonges qui ont été faits depuis des années. Souvenons-nous qu'en 2008, lors de la crise financière mondiale, le président de la République, ses ministres, passaient leur temps à nous dire qu'on était complètement épargnés par cette crise et qu'il n'allait pas y avoir de conséquences sur l'économie nationale. Et d'ailleurs, on a même dit aux Algériens, il y a même entre parenthèses des experts qui font leur expertise à Ben Aknoun,
et qui viennent sur les plateaux télévisés, qui avaient insisté que le remboursement de la dette était injaz azim li fakhamatuhu. C'était une réalisation exceptionnelle. Et puis voilà, moins de 10 ans après, les mêmes personnes qui ont considéré que le remboursement de la dette était injaz azim viennent aujourd'hui nous dire tout le contraire et sans scrupule aucun. J'allais dire si jamais la dictature algérienne ne rougit pas. C'est une dictature qui ne rougit pas. Karim Tabou, au sujet du mensonge, je veux rappeler quelque chose justement, et ça permet de rendre hommage en même temps à Abbar Ramadan Rabbi Yarhamou, à travers lequel le régime actuel a commis son premier acte fondateur. Si vous avez l'occasion de le voir sur Google, vous allez le trouver. El Moujahid, Abbar Ramadan tombé au champ d'honneur. Au champ d'honneur. C'est El Moujahid, c'est l'organe du régime de l'époque qui n'était plus le FLN déjà à cette époque-là, et qui donc après avoir assassiné Abbar Ramadan avait mis en manchette Abbar Ramadan tombé au champ d'honneur. Mais donc voilà, la photo est derrière moi, vous la voyez là. Et donc, sinon, le mensonge est systémique du régime. Le régime procède du mensonge comme si c'était le sang qui coule dans ses veines. Il en a besoin. Mais sinon, la question que je voulais vous poser, la corruption de masse et la grande corruption des alliés naturels du régime, j'allais dire. Ces corruptions qui ont anesthésié de larges couches de la population, qui ont permis à ce régime d'acheter la paix sociale, vont-elles produire maintenant des effets contraire pour un régime qui n'a plus les moyens de cette méthode, de ces méthodes? Karim Tabou? Ah, nous l'avons perdu. Je reviens à Farhat Aït-Ali en attendant de pouvoir retrouver Karim Tabou. Farhat Aït-Ali? Oui, c'est Jamal. Alors, d'après vous, quelles vont être... Ça veut dire qu'on va aller vers des mesures d'austérité, cela ne fait aucun doute, puisque le régime lui-même le dit, il va y avoir des augmentations de prix. D'abord, quel genre d'augmentation de prix? Est-ce que cela va toucher des prix des produits de première nécessité? Et quelle couche sociale, quelle catégorie sociale ces mesures vont-elles toucher le plus? Quelles sont ces couches, ces catégories sociales dont le pouvoir d'achat va se rétrécir le plus? Écoutez, si Jamal, avec la société algérienne actuelle, je suis curieux de redéfinir quels sont exactement les produits de première nécessité. Parce que quand on entend certains responsables ou même certains politiques en Algérie, on a comme la mauvaise impression qu'on est en train de parler d'un élevage et non pas d'une nation, avec des ambitions et des besoins du 21e siècle. Mais c'est quand même curieux quand on a introduit dans la tête des gens, et c'est quelque chose de bien au départ, que nous étions une grande nation, une puissance régionale, et que nous avions des ambitions et des besoins, bien sûr, de consumérisme qui sont devenus presque à l'occidental, de garantir aux gens certains produits de première nécessité. Ça, c'est une logique d'économie de guerre. Quand on gère un gouvernement, on ne gère pas une intendance de caserne ou pratiquement une cité assiégée. Nous ne sommes pas sous embargo, que je sache. Donc, certains produits ils sont garantis par l'État, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, rien que ces produits-là, parce qu'il y a le lait et la semoule, la farine panifiable, même pas la semoule, parce qu'elle coûte 3 fois le prix international, la semoule en Algérie, contrairement à ce que pourraient dire certains. Mais pour le reste des produits, imaginez quelqu'un qui a 3 ou 4 gosses qui sont scolarisés. Vous ne pensez pas qu'une paire de souliers, un petit cartable et quelques cahiers, c'est quelque chose d'extrêmement nécessaire, que ce n'est pas des produits de première nécessité? Pour moi, cultiver ses enfants, c'est que ça passe quand même avant de leur offrir un sachet de lait ou bien de les nourrir comme du bétail. Tout à fait, tout à fait. Mais sinon, quelles sont les catégories qui vont être le plus touchées par ces augmentations qui se profilent déjà à l'horizon?
Les augmentations en ce qui concerne la loi de finances, l'augmentation de la TVA ne rapportera rien à l'État et ne subira. Ce ne sera pas vraiment une augmentation draconienne pour le budget des ménages. Ce sera 2 dinars pour chaque 1000 dinars dépensés. Ça, en théorie. Mais il se trouve que comme l'État ne contrôle pratiquement pas le circuit commercial en aval, une bonne partie de cette TVA finira dans la poche des fraudeurs et aussi des spéculateurs. Il y a aussi un effet de panique psychologique. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander, en effet. Mais à chaque fois, justement, qu'on fait de la publicité pour d'éventuelles augmentations, d'ailleurs, beaucoup de commerçants ont anticipé des taxes en multipliant par 10 leur propre marge, histoire de compenser la fameuse taxe qui n'est rien du tout. Alors, pour 20 dinars de TVA sur ce 1000 dinars, eh ben, des gens sont passés à 1200 dinars. Ils ont pris pour eux-mêmes 200 dinars. Et là, ça ne vient pas de cette loi de finances, ça ne vient pas de cette augmentation de fiscalité. Ça datait même de l'époque où il y avait de l'argent qui coulait à flot. Ça vient de l'incapacité de l'État à créer un véritable circuit économique naturel. Et à chaque fois qu'il s'introduit dans la sphère économique par des mesures administratives, disons en croyant ou en prétendant à tort réguler le marché, c'est là justement qu'il crée une deuxième niche de fraude, d'autres niches de corruption et pratiquement il déstructure ce qui restait du marché. Restez avec nous, Vrata Itali. Karim Tabou, nous vous avions perdu, nous vous retrouvons. Vous êtes avec nous, Karim Tabou. Karim Tabou? Allô? Oui, vous m'entendez, Karim Tabou? Oui. Alors, je vous posais la question avant de vous perdre, ce qu'allait faire ce régime qui s'est servi de la grande manne pétrolière qui lui était tombée dans le giron pour acheter de larges couches de la population qui sont devenus ses alliés naturels d'une certaine manière, mais aussi il a procédé d'une sorte de corruption de masse pour anesthésier la société, pour acheter la paix sociale. Et maintenant qu'il n'a plus les moyens de cette politique, qu'est-ce qui va se passer? C'est Jamal, en sciences économiques, on nous apprend une règle toute simple et qui est d'ailleurs applicable sur les 4 mandats de Bouteflika. En économie, on dit que chaque produit passe par un cycle de vie composé qui passe sur 4 étapes essentielles. Disons 4 mandats essentiels. La première étape, c'est l'étape du lancement. N'importe quel produit économique, et nous faisons des allusions à la politique également, il connaît une étape de lancement. Puis après vient l'étape de la croissance. Et assez souvent, le deuxième mandat, la deuxième étape de la vie d'un produit, il est en croissance. La troisième étape, c'est la maturité. La maturité, il atteint un niveau où il a sa place dans le marché, et il est connu, et il a donc ses marges de manœuvre. Et la quatrième étape dans le cycle de vie des produits, c'est le déclin. Et le déclin, comment il se concrétise? C'est qu'on commence à voir venir la date de péremption et on rajoute dans des logiques de promotion, soit on met beaucoup de produits dans un kit et on le vend à un bas prix, soit on fait ce qu'on appelle la vente concomitante, on met un objet à un autre, même pas de la même nature, l'essentiel que ça marche. On est dans ça, on est dans l'étape du déclin. Et l'étape du déclin, la date de péremption, en tout cas, soit nous allons trafiquer les dates, soit nous allons devoir trouver impérativement une solution pour ne pas tomber dans les intoxications. On est dans ça. Dans ce pays, on ne peut plus supporter une situation qui, en tout cas, l'improvisation, la médiocrité, le manque de cap, le manque de vision, certainement, vont être, je vais être un peu narcissique si jamais, vont être les facteurs accélérateurs de l'histoire. Par moment, dans la théorie des tendances, on apprend que des fois, il faut laisser les choses arriver à ce déclin, arriver à leur niveau le plus dur. Et je pense que c'est ce qui attend aujourd'hui le pays. Le pays, quand j'ai écouté l'entretien de Sellal, qui dit sans scrupule, sans qu'il soit tout simplement interpellé, en disant
que les Algériens étaient habitués à la rente. Ils étaient en train de prendre sans limite. Mais vous êtes le premier responsable du pays, vous êtes le premier ministre. Justement, Karim Tabo, justement, face à de telles dérives, face à un tel mépris, à une telle improvisation, à du grand n'importe quoi, quel est ce silence de la société civile, malgré l'ampleur du sinistre qui se profile déjà, qui est déjà là? Pourquoi ce silence et à quoi c'est dû? Est-ce que c'est le silence tel que nous le regrettons, nous le regardons chaque jour? Moi, je pense pas. Je pense que les Algériens, ils sont très en colère. Il y a beaucoup de ras-le-bol. Même s'ils ne trouvent pas les canaux, ils ne trouvent pas les médiations possibles, parce que pendant des années, le pouvoir, justement, a tout fait pour briser les ressorts de la société, pour détourner les ressorts de la société. Lorsque vous êtes devant une situation où la relation de confiance, la médiation sociale, la médiation politique n'existe pas, il est difficile de donner du sens à tout ce qui se passe dans le pays. Les Algériens, ils sont en train de contester partout sur le territoire national. Ils contestent, ils regrettent, ils rejettent, même s'ils n'arrivent pas à s'engager dans un mouvement solidaire. Mais justement, un mouvement solidaire, justement, pensez-vous que des forces vives pourraient émerger maintenant et représenter une possibilité d'aller vers autre chose? Je pense en tout cas, on a évoqué tout à l'heure Massoum Abdan Ramdan. Une des choses, le génie de Abdan est d'avoir réussi à convaincre, d'avoir réussi à donner du sens à la logique de rupture. Abdan Ramdan était une des rares figures de la révolution. Qui était un partisan de la rupture, parce que l'État colonial était là, parce que l'État colonial donnait quelques avantages à quelques représentants des populations musulmanes ou là des indigènes, parce qu'il y avait des conseillers municipaux qui sont nommés par l'autorité coloniale. À tous les niveaux, il y avait l'État colonial, il était structuré, il était inclusif de certaines forces et de certaines catégories sociales. Mais Abdan Ramdan, son génie est d'avoir défendu à un moment difficile avec une situation qui n'est pas la nôtre aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a plus de moyens, on a plus de possibilités de communication. Mais à l'époque, Abdan avait tout simplement considéré que la rupture avec l'État colonial, en essayant de bâtir un État, même si au début ça allait tout naturellement être un État clandestin, mais l'idée de fonder, de créer un gouvernement provisoire, une union générale des travailleurs, une union des étudiants algériens et avec toutes les structures, c'était tout simplement un acte de rupture. Maintenant, est-ce que dans la scène politique, au niveau de la classe politique, il y a aujourd'hui les ressorts, les personnes, les intellectuels, les partis, les cadres qui sont arrivés à maturité pour tout simplement passer à l'acte de rupture? Peut-être ça va demander quelques sacrifices de plus. Restez avec nous, Karim Tabo. Je reviens à Farhat Aïtali. Farhat Aïtali, si demain, ce régime, vous consultez, vous appelez, vous demanderez, ça m'étonnerait beaucoup entre nous, mais bon, rêvons. Il vous demanderait de le conseiller sur une vraie démarche à suivre, une vraie, pour sortir le pays de cette ornière. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez? C'est un peu délicat quand même, parce que ce n'est pas une démarche, c'est pas un pack. Oui, il y a tellement c'est-à-dire de grandes lignes, je parle vraiment des grandes lignes. D'abord, à la hache, sans aller dans le détail. Déjà, la première des choses que je répète, parce que là je parle publiquement tout le temps et je préconise certaines choses, normalement, je n'ai pas besoin de me consulter pour savoir mon avis là-dessus. Déjà, l'éclaircissement de tous les comptes publics, d'avoir des statistiques fiables, de mettre toutes les cartes sur table, de donner l'accès à pratiquement tous les chiffres du pays, des vrais, pas les bidouillés.
parce que des fois, il m'arrive d'analyser ces chiffres pour, je trouve pratiquement un cadrage que je dirais artisanal et empirique qui a été fait par des fonctionnaires sommés éventuellement de bidouiller les chiffres ou bien qui sont assez incompétents pour croire que ça va passer. Donc la première des choses, c'est déjà de faire un état général des comptes de la nation et des réalités du terrain. Je l'ai toujours dit, il faudrait qu'on sache au juste ce que nous avons, parce qu'il y a beaucoup d'atouts quand même. Même les investissements empiriques et anarchiques qu'on a fait pendant je ne sais pas combien d'années, ils sont là. Donc, pas la peine de projeter d'autres investissements, alors que des équipements équivalents, peut-être de meilleure qualité, sont en train de pourrir dans les hangars. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est pratiquement de se rendre compte une bonne fois pour toutes que cette espérance de voir le baril de couleur dans les prochaines années est à abandonner. Et en plus, on a intérêt à ce qu'il ne reprend pas des couleurs d'ici 6 ou 7 ans, parce que d'ici là, on n'aura pas de pétrole à exporter. Parce qu'il y a une autre donnée que je ne sais pas si le gars la cache aux gens ou bien s'ils ne se rendent même pas compte, c'est qu'en 15 ans, nous avons pratiquement réduit de moitié nos réserves initiales de pétrole et on n'a pas fait de découverte majeure. Donc, dans quelques années, on va se retrouver avec des capacités d'exportation minables et dans ce cas précis, on sera peut-être même obligé d'importer dans 10 ans. Et si on se met à emporter du pétrole, il faudra trouver de quoi le payer. Nous n'avons pas de quoi le payer. Donc, avant d'arriver à une impasse multidimensionnelle, la première des choses, c'est de se baser sur un maximum de $50 et de 30 milliards de dollars de rentrée annuelle comme perspective et ne pas espérer plus. La deuxième, c'est de mettre tous les comptes de la nation à zéro. Et quand je dis à zéro, ça veut dire de tout éclaircir, de savoir qui doit quoi à qui, qu'est-ce qui peut être récupéré, qu'est-ce qui ne peut pas être récupéré, qu'est-ce que nous avons comme matériel, qui détient quoi, chez qui, pour en faire quoi. Nous pouvons quand même, les Chinois, ils ont lancé une gigantesque puissance industrielle avec un début dans les années 60 avec des fours traditionnels pour l'acier, vraiment pour la fonte traditionnelle. Il y avait cette volonté de le faire. Mais maintenant aussi, c'est cette cooptation de fonctionnaires en fonction de leur servilité et de préférence en fonction de leur incompétence pour en faire des cadres politiques, ça c'est à bannir une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas possible quand on met un monsieur qui a passé 20 ou 30 ans dans les couloirs d'une administration avec l'idée d'être promu. Le jour où il est promu à un poste politique où la population ne l'a jamais mandaté, ce monsieur n'appréhende pas dans sa tête la dimension politique de son poste. Dans sa tête, c'est une autre promotion dans la même administration. Donc, n'ayant de compte à rendre à personne, il est convaincu que tant qu'il sert celui qui l'a nommé, tant qu'il se fait tout petit avec les gens qui sont juste au-dessus, il peut tout faire avec les gens qui sont juste au-dessous. Et c'est le cas de nos ministres, de 90% de nos ministres. Avec un gouvernement comme ça, on ne peut pas aller très loin. Merci, Farhat Taïtali. Karim Tabou, le mot de la fin. Karim Tabou. Oui. J'aimerais que vous puissiez conclure pour nous dire ce que vous souhaiteriez qu'il se produise dans ce pays avant qu'il ne soit trop tard. Eh bien, je pense, M. Etali, que je salue, a bien donné quelques éléments du cap d'avenir, bien sûr, qui est applicable également sur le plan politique. Sans une volonté politique réelle, tout ce qu'on peut envisager comme politique dite de redressement et des politiques palliatives ne pourront pas avoir une répercussion positive sur la population, d'autant plus que les années 60, quand il y avait le problème entre 63 et 65, il devait répondre à la question qu'on pose également maintenant à tout le monde, notamment à l'opposition. C'est quoi votre projet? C'est quoi votre réponse? C'est quoi l'alternative? Ça m'est revenu en tête. Aït me disait qu'il fallait tout simplement faire tout le contraire de ce que faisait Ben Bella. Mais Karim Tabou, justement, quitte à prolonger un peu le temps de cette émission, parce que c'est tellement grave, à un moment pareil, au moment où des gens sont en train, je vais essayer de parler franchement,
quitte à choquer, hein, parce que je crois qu'il faut un électrochoc. Au moment où des gens très, très réalistes, très conscients et très, j'allais dire, très moraux, sont en train de craindre le pire, de dire que ce pays risque de disparaître dans sa configuration actuelle. Parce que tous les indices sont au rouge, tous les indicateurs, comme on dit, sont au rouge. À un moment pareil, c'est la course, y compris dans des grands partis dits de l'opposition, pour les prochaines élections, à qui sera en tête de liste, à qui pourra se faire réélire une deuxième fois pour pouvoir prétendre à cette fameuse retraite à vie. Vous pensez quoi de ces gens qui sont en train de se bousculer dans le portillon pour essayer de bousculer au portillon, pour essayer Ils sont inconscients à ce point, ces gens? Si Jamal, Mouloud Mamri a laissé une très très belle expression qui résume au mieux l'état de l'élite et de la classe politique quand il dit « Vos peurs et vos appétits vous asservissent mieux que le fouet le plus cinglant de vos impérieux de vos maîtres. » On est dans cette situation. يعني المخاوف والشهوات أصبحت عصا بين أيدي السلطة et il fait rouler, il fait fonctionner toute une classe politique. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de positif. Cette élection, l'étape que vit le pays va quand même être un facteur accélérateur de décantation. Entretenir le mensonge d'une classe politique, entre guillemets, qui n'existe pas, d'une opposition qui n'existe pas. Et assez souvent, quand on aborde le débat, on a toujours cette tendance à ne pas aborder les vrais débats, les vrais sujets, et on reste sur le paraître, on reste sur les images, et on a peur d'aller au fond du débat. Aujourd'hui, qualifier ce qui se passe de scène politique, de classe politique, c'est tout simplement se rendre complice d'une scène qui n'existe pas. Et tout simplement, l'avenir va être décidé par nous, par nous-mêmes, par nous tous, dans notre capacité à recréer le politique, à recréer la scène politique, à recréer le champ médiatique, à recréer tous ces champs, parce que les champs qui sont actuellement, la communauté politique qui existe dans son état actuel, elle est également un facteur de la crise, un élément de la crise qu'il va falloir tout simplement dépasser. Mais Karim Tabou, en un mot, quand vous dites nous, c'est à nous qu'il appartient de changer la politique, l'esprit de la politique. Vous pensez à qui? Ben, c'est tous ceux et toutes celles qui acceptent de faire des sacrifices et à ces moments d'attrait, d'irrésistible attrait de la mangeoire, à ce moment où les gens pensent que le confort personnel prime sur le pays. Je pense que dans ces moments-là, une fois j'ai assisté à une conférence de l'Akhbar Bourga'a qui faisait une description des méfaits et des conséquences négatives de la ligne Chal et de la ligne Maurice au temps colonial. Et il était en train d'expliquer que ces lignes, avec tout ce que cela avait créé comme désagrément, comme incapacité de déplacement, impossibilité de renforcer les positions dans le maquis, mais il a fini par dire, finalement, la ligne Maurice et la ligne Chal était une ligne de démarcation entre ceux, les hommes, comme il a bien dit, Rijal, qui étaient là et qui se battaient, et ceux qui sont parjal et qui étaient de l'autre côté. Donc ce moment de l'histoire va être déterminant, va être tout simplement le point de distinction, le point de démarcation de tous ces Algériens qui sont là, qui vont avoir le courage de regarder dans les yeux de leurs enfants et vont leur dire non, nous pouvons être comptables des luttes que nous n'avons pas menées, mais nous avons quand même mené des luttes et nous avons été présents et nous avons dit non à cette situation. Et de l'autre côté, il y aura certainement des gens qui vont être tout simplement des jouets de l'histoire. Karim Tabou, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. En guise de conclusion, deux citations. De qui?
allez-vous me dire? De quelqu'un que vous allez beaucoup apprécier. Jamal Ould Abbas, le patron du FLN. S'agissant de la déclaration d'intention de Ouyahia, même si celui-ci n'a fait que raser les murs de ses ambitions, hein, à défaut d'y penser quand il se rase le matin. Voilà ce que lui dit Ould Abbas au sujet de cette déclaration d'intention. Je le cite. Hein. Quand il s'agit de quelqu'un à qui le président a fait du bien et l'a sorti de l'ombre en 1999 et qui est en train de tenter de prendre sa place, c'est inacceptable du point de vue éthique. Vous avez bien entendu, éthique. Un mot qui, dans la bouche de Ould Abbas, ressemble à un attentat à la pudeur. Et ensuite, s'adressant à nous tous, voilà ce qu'il nous dit, je le cite encore. Obéissez à Dieu, au prophète et à Bouteflika. Fin de citation. Radiya al-Aflan wa anhu. Voilà, merci à Farhat Aitali, merci à Karim Tabou, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi encore une fois cette émission. Merci pour votre confiance. Bqaw ala khair, b'salama.